C'est René Char qui a dit que la lucidité, c'était la blessure la plus proche du soleil. Je crois que c'est un peu ça, il faut être lucide. Il faut se dire, on n'est pas si mal, mais on pourrait être beaucoup mieux. Et pourquoi? Et comment? Et c'est en regardant ce qui se passe à l'étranger, moi je voyage beaucoup, en regardant les plateformes, parce que c'est un peu mon métier aussi de regarder sur ce qui se passe sur les plateformes vidéo, qu'on voit qu'il y a des endroits où il y a de l'audace, qu'en plus ça marche. Je pense par exemple au Danemark, où ils ont des petits budgets, ils ont énormément de créativité, et puis ils arrivent à faire des histoires qui traversent non seulement leur pays, mais le monde entier. Borgen, par exemple. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc il y a des gens qui font des choses très bien en France, certains y arrivent. Alors, je ne veux pas non plus citer de nom, parce que dès qu'on cite un nom, on prend parti, mais on sait tous qu'il y a des choses qui marchent. En revanche, je trouve que dans la production grand public, en anglais on appelle ça mainstream, bon, on pourrait aller beaucoup plus loin, précisément parce qu'il y a un nouveau public qui a envie de choses différentes, précisément parce qu'il y a des endroits où ces risques sont pris et où ça marche. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question se pose du côté des diffuseurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai trouvé le titre qui était dans Le Monde, c'est Le Monde a dit que les diffuseurs se réveillent. J'ai trouvé que c'était un bon titre. Moi, j'avais plutôt envie, mesdames, messieurs, j'avais envie de les interpeller, que les diffuseurs se réveillent. Je crois que c'est ça. Ils sont dans une formidable position de décision. Et je pense qu'il y a un jeu de contraintes que je ne connais pas, j'imagine, parce que j'ai été moi-même diffuseur, qu'il faut changer un peu le logiciel, quoi. On va commencer par l'écosystème, parce qu'en fait, auparavant, on était bien obligé de rester devant sa télé ou d'aller en salle pour voir des choses. En réalité, aujourd'hui, c'est plus vrai. Entre son ordinateur, son téléphone mobile et tout ce qui peut se passer, on a accès à beaucoup de choses. Après, les usages font qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Donc on n'attend plus nécessairement une programmation telle que c'était auparavant. Alors que les diffuseurs traditionnels restent dans le truc, oui, moi c'est du prime, moi c'est des machins, c'est sur telle chaîne. Et puis la troisième chose, c'est les valeurs. Je crois que ça a énormément bougé. Beaucoup plus vite, finalement, que ne le sentent les diffuseurs. Et qu'en réalité, il y a un décalage très sensible en France entre ce que les gens réellement consomment et ce que les diffuseurs pensent qu'ils sont capables de consommer. Ça se voit beaucoup sur le cinéma. Moi, je m'en suis rendu compte sur la question de la diversité. C'est pour ça que j'ai eu cette analyse. Quand on a commencé la commission de diversité au CNC, on nous disait la même chose, il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'acteur. Franchement, et on a réussi en mettant des films à montrer. Et puis aujourd'hui, vous regardez quels sont les acteurs français bankable au cinéma, c'est Omar Sy, Tahar Rahim, Jamel Debbouze. Et ce qui m'a frappé, c'est que je ne vois pas la même émergence d'acteurs comme ça, de la diversité à la télévision. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui a décidé de leur donner un rôle. Il y a bien Audiard qui a dit « Moi, je veux Tahar Rahim pour être, entre guillemets, le De Niro français dans Un prophète ». Donc ils prennent leur choix, ils font leur choix. Et on voit comme ça des gens qui sont les acteurs que les Français plébiscitent. Mais on ne le voit pas à la télé. C'est bien, quelque part, qu'il y a quelqu'un qui a décidé. Et je reviens à cette question d'usage. C'est vrai qu'il y a des choses que la télévision payante est capable de faire dans le monde entier. Que ce soit HBO, Netflix, c'est de la télévision payante. Que ce soit Canal en France, c'est de la télévision payante. On a payé pour avoir des choses différentes. Donc le diffuseur, le décideur, se lâche. Aux États-Unis, c'est beaucoup des histoires de sexe, des gros mots. Quand vous regardez les séries de HBO, il y a beaucoup de gros mots. Parce qu'aux États-Unis, sur une chaîne hertzienne, ça bip quand il y a un gros mot. Du coup, on paye aussi pour avoir des gros mots. Bref, la télévision payante, c'est vrai. Mais quand vous regardez la BBC, c'est bien une chaîne publique. La télévision danoise, c'est bien une chaîne publique. Quand vous entendez le patron, l'ancien patron de la télévision danoise, celui qui a fait Borgen, celui qui a fait The Killing, raconter comment il prend la décision de faire Borgen, c'est parce qu'il est en train de faire de l'aviron et puis il entend des gens dans son club de sport qui disent « Moi, j'ai une merde d'aller voter, ça ne me concerne pas toutes ces élections. » Et puis, quand même, c'est pas normal que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'une démocratie. On va essayer de leur raconter une histoire de démocratie. Et quand même, c'est intéressant, ils arrivent à raconter l'histoire d'une femme qui veut prendre le pouvoir dans le système danois. C'est une histoire terriblement danoise, quand vous réfléchissez. Mais en fait, ça a parlé au monde entier. Alors, pas à tout le monde, mais c'est bien une chaîne hertzienne, grand public, service public. Donc, c'est quand même bien qu'à un moment donné, il y a dans la relation entre la création et la diffusion, des gens qui prennent le risque, ceux qui créent, de la confiance. Et puis, il y a des sanctions quand ça ne marche pas, mais il y a aussi des récompenses quand ça marche. Moi, j'ai été diffuseur, c'est un métier très difficile. Parce que vous avez tout le monde qui vous demande tout en même temps. Je pense que Canal a déjà vraiment ouvert les portes. Il faut reconnaître que le travail qui était fait par Canal, et moi j'ai été longtemps à Canal, on avait anticipé ça à l'époque, parce qu'on voyait bien que la fiction, qui était un genre à part entière,
sous l'exemple de ce qu'avait fait HBO, on voyait bien que les séries cartonnaient dans Canal Jimmy, on voyait bien tout ce qui se passait. On sentait bien que, voilà, que la fiction a été l'endroit où ça se passait pour créer de l'identité. Et les chaînes hertziennes ont aussi compris aujourd'hui que la fiction française, ça vaut le coup, parce que ça gagne non seulement en audience, mais en identité aussi, parce que c'est des choses que personne d'autre n'a. Pour que ça marche, il ne faut pas qu'il y en ait qu'un, il faut qu'il y en ait plusieurs. Parce que c'est très difficile de faire du succès. Et il faut qu'il y ait de l'émulation. C'est pour ça que je parlais d'écosystème tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on comprenne bien que la santé des producteurs va avec la santé des diffuseurs et avec la santé des créateurs. Et que quand il y en a un qui progresse, c'est l'ensemble du système qui progresse. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle avec un diffuseur miracle qui va faire la révolution. C'est un ensemble de gens qui vont se prendre conscience et puis faire bouger les lignes avec des gens qui prennent le risque ensemble. Et qui, quand ça ne marche pas, bon, sont conscients que ça n'a pas marché, mais progressent ensemble. Ils ne sont pas morts parce que ça n'a pas marché. Ils ont à travailler sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et c'est là où on devient, je dirais, mûr. Tawad, ça veut dire anytime, anywhere, any device. Ça veut dire que ma fille, j'étais en vacances au Brésil avec elle, et sur mon téléphone mobile, il y avait Netflix, Brésil. Bon, elle a regardé ses dessins animés en Wi-Fi sur le Netflix. Une fois que vous avez pris l'habitude de regarder en batterie, en binge-watch, ce que les chaînes ont déjà commencé à faire quand elles vous passent 3 ou 4 épisodes d'un coup, elles vous font du binge-watching sans le dire. Et bien, une fois que vous avez pris l'habitude de regarder un truc comme ça, quelque part, vous n'allez pas attendre toutes les semaines que le truc arrive. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas contre les dispositifs qui interdisent. Mais en fait, ce dont on a besoin, c'est des dispositifs qui nous mettent en mouvement. Donc on a un problème parce qu'on n'a pas de plateforme européenne. Donc ça, pour moi, c'est ce que je disais dans l'article. Quand j'entends que c'est Amazon Studio qui, semble-t-il, est en train de discuter avec Jean-Pierre Jeunet pour faire un Casanova, ça me fait bizarre. Parce que Jean-Pierre Jeunet, c'est quand même un extraordinaire réalisateur de cinéma français. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Amazon Studio, la compagnie qu'a monté Jeff Bezos pour attaquer Netflix? Je ne sais pas. Enfin, il fait un personnage que tout le monde connaît, il y a un Casanova de Fellini. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une série, si c'est une mini-série, je ne sais pas exactement, mais enfin, je me dis, c'est quand même étonnant. Puis ensuite, quand je regarde ce que fait Netflix, ils vont avoir les droits pour le monde entier. Donc, ils vont le distribuer sur un Amazon Studio Monde. Quand je regarde Narcos sur Netflix et que je vois au générique, il y a marqué Gaumont International, je me dis, c'est marrant, c'est bien Sidonie Dumas, il y a marqué dans le générique. C'est bien une entreprise française, en tout cas dans les producteurs, il y a Madame Sidonie Dumas, c'est quelqu'un qui habite à Paris, j'imagine. Ils ont une filiale qui s'appelle Gaumont International, qui fait une série pour Netflix dont 70% du langage est en espagnol, qui parle d'un monsieur qui s'appelle Pablo Escobar, qui est diffusé d'un coup sur 65 millions d'abonnés dans le monde par Netflix. Il y a plein d'opportunités là-dedans. Je veux dire, on a du talent, Jeunet par exemple, on a des sociétés capables d'aller gérer, discuter avec Netflix, pied à pied, ça ne doit pas être des poètes qui discutent, et ils y arrivent, ils font des productions pour Netflix. Je crois même que Netflix est le premier client de Gaumont, plus que des diffuseurs français, parce qu'ils ont une filiale qui fabrique. Donc on est capable. Donc il faut très bien que France 2, TF1, M6, c'est très bien ça, je veux dire, comme la télévision norvégienne, il faut qu'ils jouent leur rôle. Mais je pense qu'il faut aussi aller plus loin. Et que la technologie, en fait, profite des opportunités. Parce que bloquer, c'est défensif. Mais ce qui nous manque, c'est de l'offensive. Ce qui nous manque, c'est de l'audace. Et ce qui nous manque, c'est des prises de risques. Alors même que Netflix, ils le savent très bien, il y a des gens très bien en France. Moi, ce qui m'a frappé en regardant notamment les structures d'autres chaînes publiques, par exemple, c'est qu'effectivement, il y a des rotations. Les Danois, ils ne peuvent pas rester, je crois, plus de 4 ans dans le même poste. Alors ça a un inconvénient, parce que ça veut dire qu'il faut tout recommencer, mais d'un autre, c'est un avantage, parce que ça se renouvelle. Donc c'est ça qu'il faut réussir à mesurer, le degré d'inertie et puis le degré de renouvellement. Et ça, il n'y a pas de formule, ça dépend beaucoup des individus. On sent bien qu'il y a une crise identitaire en France. Et elle se reflète aussi dans cette difficulté à prendre des décisions où il faut prendre des risques. Parce que les gens se disent, mais je ne sais pas trop comment m'en sortir. Et les décideurs sont un peu corsetés, ils veulent toutes les sécurités, la ceinture, les bretelles, le casque à pointe, le gilet pare-balles. Ils veulent tous comme Robocop, quoi. S'ils pouvaient avoir un truc qui leur permet de lutter contre toutes les balles qu'ils vont prendre, ils seraient encore plus heureux. Donc je pense que c'est un peu le danger
de ce... On est un peu quelque part un peu comme le Japon, c'est-à-dire que ça vieillit et ça se rigidifie. Là où il y aurait besoin de fluidité, de mouvement, d'acceptation de l'échec, qui est le meilleur moyen d'apprendre. Alors que là, en fait, on ne supporte pas l'échec, on sanctionne l'échec, et du coup, on en fait encore moins. Quand je disais tout à l'heure, c'est un écosystème, il faut que tout le monde se dise « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Qu'est-ce que je peux faire en tant que réalisateur ? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'auteur ? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'acteur ?» Pour qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui a la main dans la relation, il puisse dire « Oui, mais moi, je voudrais que ce soit comme ça. » Parce que quand vous avez fait un énorme succès, c'est plutôt le diffuseur qui est demandeur. Et devrait. Et ainsi de suite. Et donc je pense que c'est l'ensemble du système qui doit être en marche. Et puis il y a une part de risque que tout le monde doit prendre aussi. Ce qui s'est passé cet été a été très important aux États-Unis, puisque la bourse, les marchés financiers, ont sanctionné les chaînes privées américaines dont la valeur est baissée d'un coup. Parce que ce dont les financiers américains se rendent compte, c'est que en fait, les jeunes, ils deviennent, ils appellent ça cord cutter, ils ne s'abonnent plus au câble. Ça a été un gros choc, tout simplement parce qu'ils prennent la télévision ou les contenus à la demande, en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de ce que leur communauté aime. Et ça, les annonceurs et les financiers derrière se sont dit, mince, on est en train de perdre une génération pas d'annonceurs, de téléspectateurs pour la prochaine fois. Et ce vieillissement a terrorisé les financiers qui ont dit « arrêtez d'investir dans ABC, arrêtez d'investir dans... » Et ça a été un gros choc l'été dernier pour les chaînes américaines. Parce qu'ils attendent que ce soit quelqu'un comme Netflix qui se réveille un matin et qui a pris l'audience et qui a pris 9 ou 10 euros par téléspectateur et qui se met à produire les plus grands films. Parce que ce qui est derrière Netflix, ils ont commencé par des documentaires. Et puis ils remontent la chaîne de valeur. Et maintenant, ils ont décidé de s'attaquer au cinéma. Ils ont signé Brad Pitt et Angelina Jolie sur des films d'auteur. Ils n'ont que 65 millions d'abonnés aujourd'hui, que 65 millions d'abonnés. Ça fait à peu près 7 ou 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Imaginez qu'ils en aient 100, ça fera 12 milliards. Et à un moment donné, ils seront capables de se payer un blockbuster à 100 ou 200 millions. Et puis le jour où on dira Mission Impossible 5, eh ben, c'est que pour les gens qui sont abonnés à Netflix, et ils payent 50 euros. C'est pas que le monde du cinéma et de la télé, c'est un tremblement de terre pour tout le monde. Netflix a produit une série qui s'appelle Frankie and Grace, où il y a donc deux femmes de plus de 75 ans qui sont mariées avec deux messieurs de leur âge, qui vont dans un dîner et puis leur mari leur annonce que finalement il les quitte en même temps. Parce que ça fait 20 ans qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et c'est juste Jane Fonda qui a 77 ans, et je ne me souviens plus du nom de l'autre. De l'autre côté, c'est Martin Sheen et Sam Waterston, qui font leur outing. Ça fait 20 ans qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et on voit les deux femmes, Frankie et Grace. Il y en a une qui est très conservatrice, qui est très républicaine, c'est Jane Fonda. L'autre qui est Bab, post-68 art, qui fume des joints, qui fait du yoga, tout. Qui se disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Ça fait 20 ans que nos maris couchent ensemble, on n'a rien compris. Pourquoi c'est intéressant ? C'est-à-dire qu'ils ont, en termes de créativité et en termes de liberté, l'amour chez les seniors, tous les thèmes qui sont abordés là, et puis les acteurs. Enfin, c'est quand même Jane Fonda et Martin Sheen, quoi. C'est des très très grands acteurs qui ont plus de rôle au cinéma. À 75 ans, on ne tourne plus, théoriquement. Ils parlent finalement peu, les gens du marketing de Netflix, mais effectivement, ils ont dit que ça avait eu un énorme impact, parce que c'est pas une série de jeunes, c'est une série qui parle que de seniors. Mais c'est étonnant. Et donc, il y a une partie des gens. Et donc, ils gèrent une suite de communautés à travers des outils électroniques. Ils ont des algorithmes. Ce n'est pas des études avec des panels, c'est des algorithmes. Ils ont des relations avec les gens avec des big data. Ils travaillent sur de la diffusion qui se passe beaucoup sur du mobile. Et c'est cette transformation-là auquel les médias traditionnels ne sont pas habitués. Mais du point de vue des créateurs, quand vous avez votre histoire à raconter qui sort des normes, vous avez plus de chances de raconter des histoires qui sortent des normes. Je vous donne un autre exemple parce que ça m'a frappé aussi. Amazon Studios, ils ont produit un truc qui s'appelle Transparente. Transparente, c'est quand même l'histoire d'un prof d'université qui a une famille, tout ce qu'il y a de plus californienne, chic, et ils apprennent que depuis des années, il a une double vie, il est trans, il va se déguiser en femme en douce. Et un jour, il décide de faire son outing. C'est un ovni. Si vous voyez aller proposer ça, même un canal ou un truc, écoute, c'est un sujet... C'est pas les networks qui l'ont fait.
Les networks, ils arrivent à faire les trucs de Shonda Rhimes, où on montre des minorités, on montre des trucs. Ils n'arrivent pas à faire des choses aussi transgressives. Et ça dit quand même quelque chose. Ça veut dire qu'en termes de créativité, il y a aussi une énorme libération de la créativité. Il y a des moyens qui sont mis pour raconter des histoires qu'avant on racontait que dans des romans et qu'on arrive à raconter dans des fictions longues. Et pour les acteurs, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Donc je pense que... En fait, c'est pour ça que je crois qu'il y a une énorme responsabilité des entreprises, des individus et des décideurs. C'est quand même eux qui fixent la ligne. Si ça se passait encore qu'en Amérique, on dirait oui, c'est qu'en Amérique. Mais non, ça se passe en Norvège, ça se passe en Suède, ça se passe en Turquie. Il y a des fictions turques. Voilà, en Israël. Voilà, donc franchement, moi c'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Enfin, qu'attendez-vous?